Bonsoir et bienvenue à tous au Phénix pour participer ensemble à cette journée de mobilisation nationale, l'art en campagne. Aujourd'hui, un peu partout en France sont organisés des rassemblements citoyens, comme ici dans le Nord-Pas-de-Calais, des rencontres interprofessionnelles ou intersyndicales, des interventions auprès des élus communaux et régionaux. Le but de cette journée est de nous inviter, nous, professionnels des arts et de la culture, dans la campagne des prochaines élections pour imposer l'ouverture du débat sur la place des artistes dans la société. En effet, 3 campagnes électorales vont se succéder en France, en 2014 et 2015. Aux élections municipales succéderont des scrutins européens et régionaux. Ces élections revêtent une importance majeure pour la vie quotidienne de nos concitoyens et elles seront déterminantes pour l'avenir de la vie culturelle dans nos villes, notre région et en Europe. Alors même que les collectivités locales financent parfois même très largement la culture, elle devient trop souvent la variable d'ajustement de budget difficile à boucler. La culture semble aujourd'hui la grande absente des débats et des programmes électoraux. Dans le Nord-Pas-de-Calais, après l'organisation de 2 banquets républicains au moment de la dernière élection présidentielle, nous avons souhaité organiser une soirée de rencontres et de débats. À l'issue de cette soirée, un manifeste sera adressé aux candidats aux élections municipales de la région afin de les inciter à déterminer le projet culturel de leur campagne. À l'initiative du Syndéac, la mobilisation d'aujourd'hui peut s'organiser grâce à la participation et à la mobilisation d'un large ensemble de structures, d'associations et d'artistes qui se retrouvent dans le collectif régional Art et Culture, ainsi que dans d'autres mouvements tels que Territoire de Cirque ou le collectif Jeunes Publics. Pour rappel, les membres du CRAC sont le Syndéac, le Synavi, le CRAC, le Raoul, la Frappe, Pôle Nord, et des artistes et des collectifs indépendants. Avant de commencer la discussion de ce soir, je souhaite remercier toute l'équipe du Phénix pour son soutien engagé. Pour lancer les débats, je souhaite rappeler que la politique culturelle est depuis plusieurs siècles l'une des facettes essentielles de l'État dans notre pays. Elle a permis à la culture de jouer un rôle primordial dans la construction de la France contemporaine, qu'il s'agisse de sa cohésion sociale, de son identité, de son rayonnement dans le monde. On sait d'ailleurs aujourd'hui que la culture et les industries créatives représentent une économie qui pèse plus que l'automobile, le luxe ou la défense, et qu'elles sont l'un des grands atouts pour la France et l'Europe de demain en termes de développement d'une économie locale et du développement de l'emploi. Plusieurs articles se sont fait l'écho de cette information dernièrement. Sur ce point, nous avons invité Christine Sinapi, qui est professeure de finance à l'ESC Dijon-Bourgogne, directrice du département finance et d'une équipe de recherche du management culturel à l'ESC Dijon-Bourgogne. Elle interviendra pour nous donner quelques clés sur le contexte macroéconomique de la culture. En effet, dans un contexte de crise économique marqué pour les entreprises culturelles par une réduction drastique des financements, la question de la viabilité des modèles économiques et organisationnels doit être questionnée. Maintenir la création dans les territoires implique d'assurer les conditions de la viabilité de ces structures et d'améliorer l'efficacité de leurs compétences organisationnelles et managériales. Par ailleurs, nous notons que l'engagement fort de l'État en faveur du financement de la culture a entraîné depuis une 50aine d'années celui des collectivités territoriales. Ce double investissement et le dialogue permanent de l'État par le biais de ses services déconcentrés et des collectivités territoriales, ont consacré la place de la culture dans notre société et permettent un égal accès à tous à l'art et à la culture. Nous voulons affirmer qu'en matière culturelle, il ne peut y avoir de décentralisation sans action et expertise de l'État. Cette notion est remise en question et en cause aujourd'hui par la loi de décentralisation. Nous demandons le maintien de la clause de compétence générale dans les lois de décentralisation et un nouveau pacte reconnaissant la place et le rôle de chacun, État et collectivités territoriales. François Deschamps, directeur général adjoint culture et sport, directeur des affaires culturelles de l'agglomération d'Annecy,
interviendra à la suite de Christine Sinapi sur la question des responsabilités des élus locaux dans le développement de la vie culturelle des territoires. Son propos résonnera donc particulièrement dans le contexte actuel. Par la suite, je vous inviterai à prendre le buffet et nous continuerons les débats qui seront animés autour de 5 thématiques. La place des artistes et l'importance de leur présence dans la vitalité des territoires. Cécile Baquès, nouvelle directrice de la Comédie de Béthune, et Laurent Atta, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Anima Motrix, lanceront la discussion. Un autre point, la décentralisation n'est pas finie. Le propos introductif de Patricia Capusta, secrétaire générale du Prato et représentante de Territoire de Cirque. Artiste en région, acteur en Europe, Didier Thibault, directeur de la Rose des Vents, introduira le débat. Co-construction, partage du sens, exigeons une politique culturelle lisible plutôt que de subir la course à l'événementiel. Chantal Lamarre, directrice de Culture Commune, introduira cette question dans le débat. Et enfin, créer l'espace de la concertation. Vincent Delin, metteur en scène de la compagnie Les Faux à Réaction, lancera la discussion. D'autres interventions viendront étayer la discussion. Je sais que Anne Lidov de Cinéligue apportera une contribution sur la question du cinéma et des arts visuels. Ça sera Antoine Tillard. Voilà. En tout cas, on parlera de cinéma aussi. Saluons la présence ce soir de certains journalistes de la presse régionale. Sachez que La Voix du Nord se fera l'écho de la manifestation d'aujourd'hui et lancera une grande enquête dans ses colonnes sur la place de la culture dans les politiques locales et régionales. Je salue la présence des directeurs et des salariés de différentes structures de la région. Je salue également la présence des artistes, metteurs en scène, comédiens, musiciens, plasticiens. Bienvenue également aux spectateurs engagés. Bienvenue enfin aux élus qui participent ce soir en tant que citoyens à notre débat. Je vous rappelle que l'objectif de cette soirée est de rédiger ce manifeste qui sera adressé à la grande majorité des élus du territoire dans les semaines qui viennent pour les inviter à faire une place réelle et concrète dans leurs programmes électoraux à la culture. Bonne soirée militante à tous. J'invite Christine Sinapi à prendre la parole. Voilà. Merci de partager avec nous la lecture que vous avez de la place sur le plan économique de l'art et la culture dans notre société française. Bonsoir à tous. Merci d'abord à cette manifestation, au Phénix, au Syndéac, de m'avoir invité à partager avec vous un certain nombre de réflexions et puis de chiffres, en fait. Vous ne saviez pas, mais vous allez voir défiler tout un tas de données chiffrées que je vais essayer d'éclairer un petit peu. Alors, la mission qui m'a été confiée était de revenir sur les enjeux économiques et sur des chiffrages économiques de ce que peut représenter la culture aujourd'hui en France. On parle de crise économique, de crise de la culture, de crise du spectacle vivant. Mon propos sera de peut-être décrypter un peu ces termes. Et je suis économiste de formation et puis de métier aujourd'hui. J'ai travaillé au départ plutôt sur les marchés financiers, sur des secteurs industriels tels que l'automobile. Donc a priori loin des secteurs qui vous occupent, et je travaille depuis 4 ans plus particulièrement sur l'économie culturelle et le spectacle vivant. Alors ça veut dire que mon approche est plutôt celle d'une experte économique et que je vais vous parler de choses que vous connaissez peut-être mieux que moi, en espérant que ce que je vous raconterai pourra éclairer vos réflexions. J'articulerai mon propos en 3 points. Le premier est de revenir sur les mécanismes de la crise et dans quelle mesure ceux-ci se transmettent à l'économie réelle et à la culture en particulier. Et puis, je viendrai ensuite à ce que représente la culture au plan économique. Est-ce que ça vaut le coup de sauver le soldat Ryan ou pas ? Et enfin, quels sont les éléments qui expliquent que la culture puisse être en crise ? Mon argument étant que c'est moins conjoncturel que structurel, que dans une démarche plus structurelle que résident les fragilités, et j'essaierai de développer cela. Alors la crise économique, vous en avez tous sans doute soupé.
qu'est-ce que peut apporter une analyse conceptuelle ou mécanique des choses? Peut-être un bref rappel sur les étapes de la crise. Depuis longtemps maintenant, les économistes ne peuvent peut-être pas prédire la crise, mais savent quels en sont les ingrédients et comment ils s'articulent. La crise actuelle, finalement, n'a rien de très surprenant, au sens où tous les mécanismes que l'on pouvait anticiper se sont manifestés. On commence par une crise bancaire, il y a une contagion financière sur les marchés, contagion économique, donc sur l'emploi, sur la croissance, sur les revenus des ménages. Et puis, qu'est-ce que ça peut engendrer? Crise budgétaire, depuis 2011, on est en plein dedans. Et la suite, c'est quoi? Si la mécanique ne s'interrompt pas, la suite que l'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle la déflation cumulative. Vous avez, comme moi, entendu les craintes actuelles de la Fed, par exemple, aux États-Unis, et surtout de la BCE en Europe, sur des signes de déflation. Effectivement, ça veut dire approfondissement de la crise. Crise monétaire, ça serait des attaques sur l'euro. Je vous m'arrêterai peut-être là sur les mécanismes économiques. Mais quoi qu'on pense de l'euro, c'est effectivement un parapluie qui protège d'un approfondissement de la crise, tel qu'on a pu le voir dans d'autres économies historiquement, et il n'y a pas si longtemps que cela, en Irlande, en Islande par exemple. Pour illustrer mon propos, les ingrédients de la crise, on a parlé de crise des subprimes, oui c'est vrai, même si ce n'est qu'un déclencheur. On voit le gonflement de la dette mortgage à partir de 2000, jusqu'à un retournement début 2006, donc on dit crise 2008, non, la crise elle démarre dès l'été de 2006. Le retournement bancaire, les premiers cracks boursiers, c'est à l'été 2007. Les premières faillites bancaires, c'est juin 2007. Donc là aussi, ça remonte assez loin. Et puis toutes les mécaniques s'enchaînent. On voit ici les retournements financiers. La suite, c'est l'entrée en récession. À partir de 2008, ils sont des données françaises. Et puis les impacts que l'on peut attendre. Les deux courbes que vous voyez là, c'est l'emploi et l'investissement qui se retourne de la même manière à partir de 2009. Pourquoi ça se retourne? Pourquoi une crise financière devient une crise économique? Il y a quelques mécanismes clés. Le premier, c'est la baisse de la demande. Il y a moins d'emplois, donc moins de revenus, donc moins de consommation, donc moins de débouchés pour l'économie. Je n'ai pas besoin de commenter, vous voyez que toutes les courbes s'orientent de la même manière. Le crack, le retournement est simultané. Et puis la baisse de la demande effective, j'adopte moi une approche keynésienne et dans cette perspective théorique-là, la demande effective est fondamentale. Alors qu'est-ce qu'on appelle demande effective? Ce n'est pas la demande telle qu'on la mesure, c'est en fait les anticipations que les entrepreneurs, que les agents formulent quant à ce que sera le marché de demain. Et ça change beaucoup la donne parce que ça introduit une dimension éminemment psychologique qui est liée aux anticipations et un caractère autoréalisateur aux mécanismes économiques. Si je résume un peu, à partir du moment où on anticipe que ça va aller mal, ça ira mal. Et à partir du moment où on pense que ça va aller bien, il y a une chance que ça fonctionne. Donc ce graphique illustre là aussi l'effondrement des anticipations, ce qu'on appelle la demande effective. Alors pourquoi ça se transmet à l'économie réelle? Et l'économie réelle, la culture, le secteur culturel en fait partie. Quelques mécanismes basiques. Le premier, c'est s'il y a crise économique, il y a contraction du crédit, donc il n'y aura plus de financement pour l'investissement. Le second, c'est un effet revenu. Il y a moins de revenus, il y a moins de consommation, donc. Et puis les éléments donc, d'anticipation que j'évoquais, avec des mécanismes auto-aggravants. Si les revenus diminuent, la consommation, les profits diminuent, il y a moins de rentrées budgétaires, on s'achemine vers ce qu'on a appelé la crise budgétaire, dans laquelle on est en plein. Baisse des recettes fiscales, mais également nécessité d'augmenter les dépenses budgétaires. Et puis, ce que j'évoquais, des risques d'attaque monétaire. Aujourd'hui, la zone euro nous protège de ces mécanismes-là. Même si on peut s'interroger sur la façon dont la politique économique ou la politique monétaire est conduite au niveau de la Banque centrale européenne et de l'intérêt que pourrait avoir des doses d'inflation, par exemple. Alors, parce que le secteur culturel est structurellement dépendant des financements publics, en grande partie, il paraît logique
qu'un retournement économique et, a fortiori, budgétaire en fasse un secteur particulièrement touché par la crise économique. Je reviendrai sur les autres mécanismes qui font que la culture est particulièrement touchée, mais ce premier point paraît simplement logique. Petit problème. Alors avant de revenir sur les mécanismes par lesquels un retournement économique affecte le secteur culturel, je vais essayer de souligner en quoi, encore une fois, en termes économiques, le secteur de la culture et celui du spectacle vivant en particulier représentent un poids non négligeable. On a beaucoup lu dans la presse, et depuis 2 rapports en particulier, celui d'Ernst & Young en novembre et puis celui commandé par le ministère de la Culture à l'IFAG, à l'IFG, sur le poids du secteur culturel. On a beaucoup insisté sur le fait que ce poids économique est majeur. Alors je ne vais pas contredire cela, je vais vous présenter quelques chiffres. On peut toutefois s'interroger sur la façon dont les chiffres sont présentés, et certains indicateurs qui ont changé. On mesurait plutôt en pourcentage dans la production, dans le PIB, sur le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a choisi de mesurer en valeur ajoutée, ce qui était une faiblesse, c'est-à-dire le poids énorme des salaires et de la main-d'œuvre dans ce secteur, est présenté ici comme une force en termes de poids économique. Je vais essayer de décrypter un peu ça, mais les données n'ont pas changé, c'est plutôt la façon dont on les regarde qui s'est modifiée. Du coup, je vais présenter 2 choses. Des premiers éléments qui sont traditionnels en économie. Comment on mesure le poids d'un secteur dans la richesse nationale? Eh bien, en termes de contribution à la croissance, en termes de PIB, quelle est la valeur créée, facturée, et puis en termes d'attrait international. Sur ces points-là, nonobstant ce qui a pu être dit dans les années passées, il y a un réel atout français, même si la mesure reste relativement faible. Et puis, si on change un peu de lunettes, si on regarde l'économie en se posant non pas la question de quel est le PIB, quelle est la valeur créée, quelle est la richesse qui peut être répartie, mais plutôt quel est le niveau de l'emploi, quelle est la valeur ajoutée, alors on voit effectivement, et c'est ce qui est dit depuis quelques semaines, que la culture joue un rôle tout à fait majeur. Alors, je ne sais pas si mon propos est très clair. Pourquoi la valeur ajoutée, je la rapproche de l'emploi? Je vais me permettre un aparté de définition, si vous m'y autorisez. La valeur ajoutée, on la présente en général par un calcul dit descendant, c'est-à-dire qu'on va regarder quelle est la facturation, le chiffre d'affaires, combien a été vendu. On défalque de cela les consommations intermédiaires, on a la valeur ajoutée. Présenté comme ça, il me semble que ça ne parle pas beaucoup, qu'on ne voit pas bien ce que ça veut dire. Alors que si on le construit par le bas, ben, qu'est-ce qu'il y a dans la valeur ajoutée? En gros, les salaires et le poids ramené de manière annuelle de l'investissement. Du coup, la mesure de la valeur ajoutée, elle nous permet surtout de savoir quel est le poids du travail dans le secteur culturel et potentiellement de l'investissement dans un secteur donné. Dans la mesure où ces 2 facteurs-là sont ceux qui sont le plus contributifs à la croissance économique, il paraît logique de le regarder de plus près. Alors sur des indicateurs traditionnels, quelle est la part de la culture et des industries créatives dans le PIB? En France, c'est 2,8. C'est faible, très faible si on compare aux États-Unis, certes. Pour autant, on est plutôt des meilleurs élèves européens, donc ça vaut le coup, y compris sur des indicateurs habituels, de le souligner. Attrait et impact indirect de la culture, on parle d'attrait du pays en termes de tourisme culturel par exemple. On voit que c'est la 2e source de tourisme en France que de faire des visites culturelles. Je m'arrête là sur ces indicateurs-là. Et puis pour revenir sur le rapport présenté par le ministère de la Culture il y a quelques jours, si on mesure cette fois en valeur ajoutée, ben la donne est extrêmement différente. Il apparaît que les activités culturelles représentent un des premiers secteurs économiques, encore une fois, mesurés en termes de valeur ajoutée, avec 57 milliards d'euros. Et si l'on ajoute les activités dites induites, l'hôtellerie, le train, mais aussi toutes les dépenses que vous allez faire si vous vous déplacez sur un secteur culturel, l'emploi, la construction qui
ce qui peut être dépensé dans le secteur immobilier pour restaurer le patrimoine, etc., etc., on double ce chiffre et on arrive à plus de 100 milliards de valeur ajoutée liée à l'activité culturelle. Un autre élément qui mérite d'être souligné, c'est, si on approfondit un peu cette notion de retombée économique ou socio-économique de l'investissement culturel, à chaque fois qu'on met 1 euro d'investissement public principalement dans la culture, on sait à peu près mesurer quel va être le retour sur investissement. Alors, retour sur investissement économique, direct et indirect, on chiffre ça à un rapport de 4 à 8. Autrement dit, si j'investis 1 euro dans la culture, je vais récupérer entre 4 et 8 euros de retombées économiques directes ou indirectes. Au plan socio-économique, l'étude récente a aussi l'intérêt d'avoir conduit une étude sur l'impact dans les territoires de ce que l'on appelle des bassins de vie culturels. Autrement dit, de mesurer quelles conséquences socio-économiques peut avoir l'installation, l'implantation d'un équipement culturel, le Centre Pompidou à Metz, ou d'une manifestation culturelle, un festival par exemple. Alors l'étude a été conduite en comparaison, on a peut-être trop peu d'années de recul pour faire beaucoup parler ces chiffres, mais néanmoins ils sont, me semble-t-il, intéressants. Donc qu'est-ce qui a été fait ici? On compare 2 villes, 2 territoires, avec ou sans installation d'un équipement ou d'une manifestation, et on regarde l'impact. L'impact est très positif en termes économiques, au sens où on identifie au moins 3 facteurs corrélés positivement. En gros, il y a équipement culturel, il y a un effet bénéfique. Sur quoi? Sur le nombre de créations d'entreprises, sur le taux d'occupation des actifs et sur le niveau des rémunérations. Globalement, il y a donc une meilleure répartition, les gens sont mieux payés dans ce type de région. Sur 2 autres facteurs qui étaient testés, on a un impact non significatif. En gros, on ne sait pas si ça a un impact ou pas, voire négatif. C'est sur le développement du taux de chômage et sur la démographie. L'idée étant que le développement culturel attire de nouvelles populations, et en particulier des populations éduqués ou qui vont apporter de la valeur ajoutée économique. Donc sur ces 2 points-là que les études économiques par le passé mettaient beaucoup en avant, il semble qu'on n'ait pas aujourd'hui matière à confirmer cela. Ça pose aussi question sur le sens de la corrélation. On observe que c'est simultané. Équipement culturel veut dire meilleur taux d'occupation, par exemple, de la population active. Mais quand on corrèle ça à l'évolution du taux de chômage, ça veut peut-être dire aussi que c'était déjà dans des régions plutôt dynamiques que se sont installés ces biens ou ces manifestations, ce qui change un peu l'interprétation très positive qu'on veut faire de ces chiffres. Un élément néanmoins à souligner, c'est que cet impact socio-économique est surtout avéré dans les territoires à démographie dite modeste, c'est-à-dire dans des villes de taille moyenne. On parle de valeur ajoutée, parlons un peu d'emploi également. Les chiffrages sont assez différents. Vous avez certaines études, le DEPS par exemple, l'année dernière, qui chiffrait le spectacle vivant à 8 000 emplois, quand la dernière étude donne 150 000 emplois. La fourchette est tellement large que je n'ose même pas commenter. Je m'appuierai donc sur ces derniers chiffres, dont je crois que je comprends à peu près la façon dont ils ont été construits, qui nous montre à la fois que la culture, le secteur culturel est source d'emplois en son sein. Les entreprises culturelles représentent beaucoup d'emplois, 2,5% de la population, enfin de l'emploi total en France, mais également qu'il y a beaucoup de professions dites culturelles en dehors du secteur culturel. Un photographe dans l'agroalimentaire, c'est la première rubrique, la première ligne qui apparaît ici. Ça représente 870 000 emplois. Donc, on est sur un niveau d'emploi qui est extrêmement important, et effectivement, comme ça a été dit, plus important que la chimie, par exemple. Enfin, si je zoome sur le spectacle vivant, donc je citais à l'instant 150 000 emplois, 22% globalement du secteur culturel. Ça reste donc, en termes de valeur ajoutée, en termes de personnes occupées, un acteur majeur de la culture globalement en France. Alors, derrière ces chiffres, il y a quand même d'autres choses à noter. 8 milliards de valeur ajoutée, 17 milliards de production, 8 milliards de chiffre d'affaires. Si ces termes vous parlent, vous voyez que, certes, il y a beaucoup d'emplois, mais
ils sont peu assis sur des recettes propres, sur des ventes, donc c'est un secteur qui effectivement reste très largement subventionné. C'est là peut-être où la comparaison qui est proposée avec l'automobile ou avec la chimie notamment, me pose un peu problème, au sens où, certes, ça occupe autant de monde, mais ce ne sont pas des recettes qui sont autogénérées. Donc la comparaison qui jusqu'à présent disait l'automobile, c'est 3% ou 2,5% du PIB, doit être amenée ici à des taux de marge qui sont moitié moindres dans le secteur économique culturel par rapport à l'industrie. Et la comparaison est sans doute un peu exagérée, à mes yeux du moins. Si ce propos est illustré encore par les derniers chiffres que je vous propose, si on regarde uniquement le spectacle vivant, cette fois marchand, comment on définit le spectacle vivant marchand? On exclut les structures publiques, théâtres nationaux, Opéra de Paris, etc. Et on ne considérera, par exemple, au sein des associations, qu'une association qui a au moins un employé et au moins facturé 1 euro dans l'année. Donc des structures non publiques juridiquement et qui ont au moins un employé. Mais à ce moment-là, le nombre d'emplois tombe effectivement autour de 8000 équivalents temps plein. Et le chiffre d'affaires, 1,7 milliard de chiffre d'affaires. Pour autant, ça représente 11 000 entités. Quand on regarde de plus près ces chiffres, derrière ce que je présente ici, le spectacle vivant est ainsi celui qui représente, marchand j'entends, le plus d'employés, mais aussi le plus faible taux de marge de l'ensemble des secteurs culturels, et le secteur qui est le plus fragile économiquement, c'est-à-dire sans cesse au bord de l'étranglement économique. Alors je vais revenir sur ce point-là, je pense que j'accélère un peu sur les chiffres, pour étayer cette idée-là, est-ce qu'il y a crise du spectacle vivant? Est-ce qu'on peut en sortir? Est-ce que c'est une crise conjoncturelle? Alors peut-être déjà quelques données pour rester sur mon fonds de commerce. La situation économique et l'articulation crise économique, crise de la culture, crise des arts vivants en particulier, elle est particulièrement vraie en Europe. Si on regarde des moyennes européennes sur 27 pays, les coupes budgétaires des budgets culturels ont été de l'ordre de 20 à 30%. En Grande-Bretagne, je travaille beaucoup sur le cas de la Grande-Bretagne, on a eu jusqu'à 22% de coupes. Les autres facteurs qui pourraient alimenter économiquement les recettes culturelles, donc il y a certes les budgets publics, mais c'est aussi la consommation de biens culturels, autrement dit la consommation des ménages. Elle est logiquement affectée par la baisse des revenus, et effectivement, on observe au plan européen 13% de réduction en 10 ans sur le budget des ménages consacré à la culture. L'emploi, enfin, a diminué de 27% en 6 ans. Donc tous les indicateurs sont au rouge. Et même si c'est beaucoup moins vrai en France, au plan européen, dans certains pays, notamment du nord de l'Europe, mécénat sponsoring, qui ont un rôle important, ont été très fortement coupés, en particulier les fonds privés dédiés à la culture. Sur des études un peu plus macro, qu'est-ce qu'on observe? Au sein de la culture, quelles entités vont être le plus touchées? C'est logiquement les petites organisations. Et parmi tous les secteurs, qui est-ce qui souffre le plus? C'est vous, si j'ai bien compris mon auditoire, c'est-à-dire le spectacle vivant. Je renvoie ici à des études européennes ou internationales. Enfin, au plan... je parle de chiffres, effectivement, mais je suis sûre que vous aurez plein de commentaires et de rectificatifs à apporter. Enfin, au plan de la gouvernance, qu'est-ce qu'on observe? Que des débats se multiplient en Europe sur la notion d'État-providence et en particulier la place que peut représenter la culture dans les débats, dans les budgets publics qui sont visiblement largement remis en cause. Alors, si maintenant on se penche un peu sur la situation de la France, la situation est extrêmement différente. Le budget étatique de la culture a été sanctuarisé et même si effectivement on annonce une diminution de 2%
2,3% sur le budget culturel en 2014. Pour le spectacle vivant, ce sous-secteur est épargné, avec même une augmentation des fonds qui seront alloués. Si on regarde les soutiens aux compagnies, là aussi, très objectivement, très factuellement, on est très loin des moins 20% de coupes qu'on a pu voir en Angleterre ou en Italie. Le nombre de compagnies aidées par les DRAC en 2007 et en 2011 est rigoureusement le même. Le montant également, même si effectivement on a observé un creux en 2008 qui progressivement s'est rattrapé jusqu'en 2011. Alors, est-ce à dire que la situation est protégée et idéale dans le spectacle vivant français? Ce n'est pas le sens de mon propos. Peut-être relativisé par rapport à une situation plus large, sans doute. Pour autant, si on regarde de manière beaucoup plus approfondie les fonds dédiés à la culture et au spectacle vivant en particulier, on voit qu'en termes réels, c'est-à-dire déduit de l'inflation, de l'augmentation des coûts de production, il y a une baisse des fonds disponibles pour la création et pour les compagnies. Il y a des baisses spécifiques sur certaines dimensions, notamment sur l'action culturelle. Et puis, il y a des disparités régionales extrêmement importantes. D'une région à l'autre, les coupes ou pas sont très diverses. Et vous êtes mieux placé que moi pour savoir que ce qui s'annonce va plutôt dans le sens d'une diminution importante dans les collectivités locales également. Alors, j'ai zappé un slide tout à l'heure, mais que je voulais juste mentionner ici. Sur les chiffres des recettes du spectacle vivant, on a des recettes globalement à 6 milliards d'euros. Sur ces 6 milliards, il y en a 2,9 millions qui viennent des recettes, c'est-à-dire des ménages, des consommations, et il y en a presque autant, 2,4 millions, qui viennent des collectivités locales et territoriales. Les subventions d'État sont de 600 milliards, je vous dis des bêtises, 600 millions. On est donc globalement sur un rôle majeur du poids des financements des collectivités locales. Et effectivement, lorsque l'on dit disparité régionale importante, ça veut dire qu'il y a des régions sur lesquelles les diminutions de fonds ou de dépenses budgétaires ne font qu'arriver, et d'autres régions pour lesquelles les coupes ont déjà été drastiques. Les dépenses des ménages sur la période en France se sont plutôt maintenues. C'est une bonne nouvelle. Pour autant, ça ne veut pas dire que les recettes disponibles ou la situation des compagnies de théâtre en particulier soit saine. On observe une diminution des prix de cession unitaires avec des prix souvent à coût plateau qui ne permettent pas de couvrir les frais de fonctionnement, qui ne permettent pas de dégager les marges qui seraient nécessaires pour financer par exemple la recherche. On a globalement une diminution du nombre de représentations par création, ce qui là aussi induit comptablement, économiquement, une diminution de la marge disponible pour ces structures. Et puis, il y a eu, c'est sans doute un peu moins vrai aujourd'hui, des remises en cause des ressources dites non monétaires, c'est-à-dire principalement l'intermittence dans le cas français, qui sont pourtant extrêmement, qui ont un rôle majeur dans le financement du spectacle vivant. Un chiffrage récent, je cite Uthur-Jäger ici, chiffre le rôle de l'emploi dit non monétaire, non rémunéré, si je peux le dire autrement, dans la création et le spectacle vivant autour de 27% du budget. Autrement dit, si on réintégrait ça dans les budgets, on aurait 27% de plus de valeur ajoutée. Ça peut être interprété de différentes manières, mais factuellement, ça veut juste dire qu'une remise en cause de l'intermittence ne ferait que rendre insupportable ou non soutenable la situation du spectacle vivant et des compagnies en particulier. Alors, malgré ces éléments qui peuvent paraître tout à fait conjoncturels, liés à la crise, au contexte économique actuel, budgétaire, économique, des revenus, mon argument est avant tout que la situation difficile du spectacle vivant est avant tout structurelle. On sait que l'économie du spectacle vivant est une économie de prototype. Dans l'industrie, on fait son prototype, on peut le réitérer un certain nombre de fois. Ce n'est pas le cas, évidemment, dans le spectacle vivant, ce qui induit l'incapacité à dégager des gains de productivité ou à augmenter les marges par des économies dites d'échelle.
On a pu également montrer, je me permets ici de citer différentes études de recherche qui ont été conduites les années passées, que le mode de gouvernance, le mode de management dans le spectacle vivant, en particulier dans les compagnies, est jugé non adapté. Vous me contredirez, j'espère, mais il y a globalement des entreprises qui souffrent avant tout, et je parle bien des compagnies, d'une taille extrêmement réduite. On peut les comparer aux TPE qu'on a dans les autres secteurs de l'économie. On aura des constats assez similaires, mais tout à fait exacerbés ici par la structure économique et par le secteur. Alors l'avantage d'avoir une très petite structure, en moyenne on compte 2 ETP, 2 équivalents temps plein par compagnie, c'est que ce sont des structures réactives, flexibles, créatives, etc., etc. Au plan économique, ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord parce qu'on a une faible surface financière. Les fonds de roulement sont en général tout à fait insuffisants pour pallier au moindre incident économique, incident de paiement, retard important dans le versement d'une recette, d'une subvention. Qui dit très petite taille induit que l'administrateur, l'administratrice, chargé de diff, chargé de prod, etc., il y a une personne pour faire tout ça et que dans cette perspective, il est difficile d'avoir des ressources expertes, formées, professionnelles. Professionnelles, elles le sont naturellement, mais on n'aura pas le degré d'expertise, de spécialisation et d'apprentissage que l'on aurait sur des structures de taille plus importante. Ça induit aussi des charges fixes unitaires importantes, autrement dit, incapacité à couvrir les frais de fonctionnement dans bien des cas, et puis un réel questionnement sur le financement de la recherche artistique en particulier. Ces différents éléments me conduisent à souligner le fait que si le spectacle vivant est fragile, le maillon le plus peut-être important au sens de la création, de la recherche, et le plus fragile, le plus vulnérable, sont les compagnies au chevet desquelles on doit peut-être se pencher. Pour conclure, quelle stratégie de sortie de crise peut-on envisager, toujours au plan économique ? Alors dans les débats théoriques, dans les débats de recherche, dans les débats managériaux, un certain nombre de pistes sont proposées, sont discutées. Les premiers types de solutions seraient des stratégies dites marketing de programmation. Autrement dit, avoir une programmation qui s'appuie plutôt sur des vedettes, sur des arts dits faciles, des arts plus faciles d'accès en tout cas au public, le développement d'autres ressources économiques et monétaires que celles issues directement de la diffusion, le tourisme culturel par exemple. D'autres types de stratégies relèvent plutôt de stratégies financières, effectuer des gains de productivité, autrement dit élargir la taille des entreprises ou diminuer les coûts, diminuer donc les coûts artistiques principalement, puisque ce sont les premiers postes. Avoir recours davantage encore au bénévolat ou aux contrats précaires, c'est ce qu'on a beaucoup observé en Italie ou en Grande-Bretagne notamment. Et puis développer des stratégies de financement alternatives en recherchant du mécénat, du sponsor, des financements privés. Quand on sait que ça représente 4% globalement du financement des associations en France et que dans cette part-là, c'est extrêmement marginal ce qui revient à la culture, on peut s'interroger sur la pertinence de ces différentes stratégies. Alors, qu'est-ce qui est le plus souligné comme problématique liée à ces stratégies ? D'abord, l'impact en termes d'offres artistiques. L'avant-garde est réputée ne pas pouvoir ressortir de ce type de stratégie. Une précarisation des artistes, des employés du secteur également, et puis des stratégies qui, en restant purement factuelles et économiques, ne sont pas viables à long terme et, à ce titre, difficilement souhaitables. Je ne suis pas ici pour vous amener malheureusement des solutions sur un plateau. Je suis sûre que vous serez les artisans de ces solutions. Il y a un certain nombre d'expérimentations qu'on peut observer en termes d'émergence de formes collaboratives, notamment, de ce qu'on appelle des écosystèmes d'affaires qui s'apparentent à des réseaux entre des compagnies régionales et d'autres régions à l'international. On a en France un tropisme français, pour autant la création est en grande partie dans les territoires, dans les régions, et une des pistes
qui visiblement fonctionnent sont celles de développement de réseaux hors les frontières et à l'échelon européen. Toutes ces pratiques sont émergentes, sont innovantes, et on a encore peu de recul pour effectivement savoir si elles fonctionnent, qu'est-ce qui fait qu'elles fonctionneraient, comment les répliquer, etc. Et puis, pour finir sur une note d'optimisme, à défaut pour l'économie d'apporter une solution à la culture, peut-être que la culture apportera une solution à l'économique et au développement économique. C'est ce qui est proposé dans un certain nombre de territoires. C'est des paris qui ont été faits dans d'autres régions du monde. Et je vous invite à nous aider. Merci beaucoup.